Alors, il faut savoir qu'au tout départ, moi, je voulais développer, enfin, je crois que je l'ai dit au moins 10 fois dans, dans le podcast, je voulais juste programmer dans mon Je coin, veux juste laissez-moi programmer, tranquille. laissez-moi tranquille. Et puis, voilà, j'aimais pas parler, je voulais pas forcément communiquer, je voulais juste coder. Mais finalement, je me suis aperçue que j'aime bien les interactions sociales, donc j'aimais bien discuter avec les autres équipes. Dans mon équipe aussi, ça se passait bien. Et en fait, j'ai commencé un petit peu sur le tas, où j'ai une petite équipe et on m'a confié un peu plus de responsabilités. Puis je me dis, ah, finalement, ça ne me déplaît pas. Je me sens à l'aise en tant que manager. Alors, bien sûr, il y a plein de choses que je ne savais pas, que j'ai appris au fur et à mesure. Céline Bayer est tombée dans la marmite de l'informatique quand elle était petite. Après avoir été web développeuse, elle est aujourd'hui manager d'une équipe de développeurs. Elle nous explique dans cet épisode comment on passe d'une expertise technique à une expertise de management et le fait que le management est un autre métier. Depuis janvier, elle est CTO dans une start-up. Elle va nous expliquer en quoi consiste son job et surtout quelle est la solution proposée par son entreprise. Céline nous parle aussi de leadership d'une introvertie et nous débattons sur le management hybride et surtout nous questionnons sur le fait de savoir comment détecter un collaborateur qui ne va pas bien quand la plupart du temps il est à distance. J'espère que cet épisode vous plaira. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Céline Bayer. Céline, elle a démarré comme web développeur et depuis 5 mois, elle est Chief Technical Officer, CTO. Elle va nous expliquer ce que c'est dans le jargon du développement chez Vision. Après avoir occupé le même poste chez Mangopay pendant 2 ans, près de 2 ans. Elle adore relier la technique, l'agilité et l'humain, puisqu'elle est manager et elle est en plein recrutement d'ailleurs. Donc peut-être que son podcast vous donnera envie de rejoindre son entreprise. Et elle a 2 enfants, puisque nous allons parler aussi d'un peu tout ce qui est autour de la conciliation, boulot, famille et tout ça, tout ça. Bonjour Céline, comment vas-tu? Bonjour Fabienne, j'ai très très bien. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Alors déjà, la première question que je pose toujours, c'est déjà qui es-tu? Tu te présentes de la façon dont tu souhaites. Tout est ouvert. Ok, donc comme tu l'as dit, Céline Bayer, j'ai bientôt 38 ans. J'ai 2 enfants. Et surtout, moi j'adore la tech et je baigne dedans depuis 2006, enfin, même avant, quand je faisais mes études. Et voilà, moi j'ai toujours voulu faire du développement web. C'est ce qui m'intéressait le plus. Donc je suis tombée dans une école d'informatique par hasard, oui et non, c'est-à-dire que je me suis posé la bonne question, qu'est-ce que j'aime faire et qu'est-ce que j'aimerais faire quasi toute ma vie, même si maintenant on peut changer, hein, il y a pas, enfin, on peut se reconvertir. Mais donc avec cette école d'informatique, j'ai rejoint Dassault Systèmes pour faire du développement web. Je suis restée là-bas presque 5 ans. Et puis, j'ai touché un peu au management. Et voilà, après un moment, j'ai fait le tour parce que je m'occupais des sites corporate événementiels et c'est pas le cœur de métier d'Asso Systèmes qui fait, bon, pour grossir, la 3D. Et donc là, j'ai décidé de partir à l'équipe, le journal sportif. C'est un site qui est très, très vu. Il y a beaucoup de personnes qui visitent ce site, ces applis mobiles. Donc, c'était très intéressant d'un point de vue charge, euh, enfin, d'un point de vue technique. Et là-bas, je suis restée 8 ans et demi. Donc, c'est là où j'ai eu mes 2 enfants, deux congés maternité. Ça s'est bien passé à chaque fois. Donc moi, j'ai vraiment une expérience positive enfin, d'être une femme en entreprise et dans la tech. Et après ça, en fait, à l'équipe, j'ai évolué sur différents rôles hein, de développeuse, gestion de projet, agilité, et puis beaucoup de management, de recrutement. Et puis, à la fin de l'équipe, je voulais me concentrer sur l'agilité, donc faire du coaching agile. Et puis, au final, j'étais recrutée par Mangopay
qui m'a proposé de remplacer Laure Némé, la CTO, dans son congé maternité. Donc, je me suis dit, finalement, c'est un rôle qui me plaît bien. Mangopé, je connaissais aussi le nom et ça m'intéressait vraiment de rejoindre les équipes. Donc, c'est ce que j'ai fait fin 2019. Et puis, je devais juste la remplacer 6 mois. On a vécu un confinement, le déconfinement, Laure qui revient, les équipes qui grandissent. Donc, finalement, je suis restée. Puis, ça me plaisait beaucoup. Et donc, 2 ans, enfin presque 2 ans plus tard, voilà, on a prouvé qu'il y avait un poste à plein temps à ouvrir. Donc, le CDI a été ouvert. Ils ont recruté pour me remplacer. Et puis, j'ai été chassée par Vision. Et voilà, donc j'ai rejoint Vision début janvier. Là, c'est de nouveau pour un poste de CTO, donc encadrer des équipes de développement. Voilà, créer la roadmap tech pour l'entreprise. Donc là, j'ai recommencé avec une équipe qui était petite, hein. Il y avait 5 personnes. Et puis, l'idée, c'est de refaire grandir, de réorganiser et puis de faire fonctionner le produit. D'accord, super, super. Alors moi j'ai plein de questions parce que tu as dit je savais que je voulais être dans la tech. Donc est-ce que tu peux nous dire où tu as grandi et quelle petite fille tu étais? Alors moi, j'ai grandi en province. Bon, maintenant, j'ai passé la plupart de ma vie à Paris. C'est une ville que j'adore. Mais voilà, quand on grandit en province, on est quand même assez loin de tout. Enfin, comment je dirais Internet, on l'a eu, je pense, après les Parisiens. J'avais pas tout de suite d'ordinateur à la maison, mais voilà, dès que j'ai pu avoir un ordinateur, moi j'ai vraiment adoré, quoi. Je passais énormément de temps dessus, donc je sais pas, j'étais peut-être au collège fin du collège quand j'ai eu un ordinateur. Et puis j'aimais beaucoup passer du temps au travail de ma maman parce qu'il y avait des ordinateurs. Après, il y a eu Internet. Et pour moi, c'était juste magique de pouvoir voilà, diffuser la connaissance, aller discuter avec des gens à l'autre bout du monde, fabriquer voilà, des choses qui sont virtuelles mais qui rendent service. Donc, en fait, à l'époque, je ne savais pas du tout quel métier je voulais faire, hein, jusqu'en terminale. Pas vraiment d'idée. Euh, mais on va dire vers février, je me suis dit, bon, il faudra choisir ce qu'on fait après. On me disait à l'école que j'étais plutôt faite pour aller en prépa, pour voilà, continuer les études. Mais voilà, de province, moi, j'avais plutôt des mauvais échos, des prépas. Ça me faisait un petit peu peur. Je me dis, bref, je déteste pas travailler, mais bon, si on peut trouver sa voie tout de suite, c'est plus simple. Donc, finalement, j'ai passé quelques concours d'école d'informatique, les concours qui étaient encore ouverts, mais sans forcément me dire je veux telle ou telle école, parce que de toute façon, j'y connaissais rien. Même le métier d'ingénieur, moi, je connaissais aucun ingénieur autour de moi. Ça restait un mot quand même assez flou. Et donc, j'ai obtenu le concours de l'ECE Paris. Donc, j'étais très contente parce que moi, j'adore Paris. Et donc, je suis partie comme ça à 17 ans de chez moi. Mais tout en me disant, j'espère qu'on fait de la programmation, j'espère que voilà, je vais pouvoir faire de l'Internet. J'en étais même pas quasi certaine. Donc, les premiers jours, en regardant les emplois du temps, je me dis, algorithmique, est-ce que ça sera bien ça? Programmation, est-ce que ça sera bien ça? Et bon, finalement, je n'ai pas été déçue. J'ai pu faire plein de stages, de projets en développement. Et donc, j'ai continué là-dedans. D'accord, mais qu'est-ce qui te plaisait exactement sur les ordinateurs? C'est la curiosité. Qu'est-ce qui t'attirait autant, tu penses? Je ne saurais pas trop dire, mais je sais que j'aimais bien bidouiller déjà. J'aimais bien faire un petit peu de code. Euh, Même plus petite, je me souviens que j'avais eu un ordinateur, tu sais, avec des grosses disquettes 5 pouces 3 quarts. Là. Je me rappelle Enfin, ça bien. fait vraiment très, très vieille quand je raconte ça. Il fallait recopier des lignes de basique. Et voilà, enfin, le fait d'écrire des lignes, que ça produise quelque chose, j'adorais vraiment ça. Un peu plus tard, quand on pouvait faire des programmes dans la calculatrice, voilà, je recopiais des lignes et des lignes de code pour faire fonctionner des petits jeux.
Et je sais que enfin, voilà, j'ai d'autres centres d'intérêt où j'adore fabriquer des choses. Donc, c'est peut-être le côté artisanat, le côté des fois artiste. Hmm. Voilà, donc c'est produire quelque chose qui est utile aux autres. D'accord. Répondre à un besoin aussi de quelqu'un et en même temps de construire en fait. Alors ça c'est dans le virtuel, mais ça reste de la construction. Quand tu parles d'artisanat, il y a quelque chose Oui. on crée et ça reste après. Ok, super. Quels étaient quand tu étais petite, toi, tes rêves? C'est une excellente question. Je m'en souviens pas vraiment en réalité. Je sais que j'aimais bien voyager. Je sais que j'aimais beaucoup lire. Moi, je suis quelqu'un de très réservé au départ. Je parlais pas beaucoup. Enfin, je pensais énormément, mais je m'exprimais très très peu. Et moi, tout ce que je voulais, c'était voilà, être tranquille dans mon coin, à fabriquer mes trucs. Et puis c'est tout, en fait. D'accord. Ça fait J'avais un pas peu, spécialement de grande quand tu ambition. le décris comme ça, je vois bien, en fait, en termes d'image, je vois la geek, en fait, déjà toute petite, Mais un peu probablement, ce ouais, ouais. côté-là. Oui, probablement, probablement. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai souvent la question, qu'est-ce que ça fait d'être une femme dans la tech? Et en réalité, je me suis jamais vraiment posé la question. Moi, je savais que je voulais travailler dans l'informatique. Je suis pas allée regarder s'il y avait des femmes ou pas des femmes. Ça m'intéressait pas, en fait. Moi, je voulais juste programmer. C'est tout. Hmm. D'accord, ok. Et comment tu penses que ton entourage te décrirait? Il y a beaucoup de gens qui me disent que je suis organisée, que je suis douce et calme. Alors, je pense que ça, c'est une apparence. Je- Pourquoi? Oh, la vraie, il y a un petit monstre à l'intérieur qui, des fois. Non, 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 pas à ce niveau-là, Je vois le mais dessin animé, je vois un dessin animé, c'est pour ça. non, mais disons que oui, je suis posée. Par contre, dans ma tête, ça va à 1000 à l'heure. Donc, je pense que voilà, j'essaie de calmer l'interface de sortie. Mais voilà, je suis capable voilà, de montrer pas mal d'énergie. Voilà, si on demande à mes enfants si je suis douce et calme, bon, ils vont peut-être réfléchir 2 minutes. D'accord, ok. Et c'est intéressant, c'est cette. J'ai envie d'entrer sur cette voie-là parce que ce que tu as dit, c'est dans des personnes que j'interview aujourd'hui, j'ai des gens hyper introvertis, des gens hyper extravertis. Et en fait, malheureusement, on peut relier en fait ces deux aspects-là à un niveau de dynamisme ou d'énergie, tu vois. Alors que tu peux être, quel que soit, tu peux être extraverti et complètement éteint et pas dynamique, et introverti et hyper dynamique, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, Oui, pour moi, c'est pas lié. C'est pas parce que, tu vois, c'est la dynamique, elle se voit ou elle se voit pas. Comme tu l'as très bien exprimé, tu as dit, c'est à l'intérieur de moi, tu vois, c'est juste ça. C'est juste que c'est à l'intérieur et ça ne se voit pas à l'extérieur par rapport à l'extraverti où ça peut plus se voir, mais tu peux être aussi dynamique dans les deux cas. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais. si, pendant longtemps, je me suis dit, mais moi, je suis introvertie, je sais que je suis introvertie, pourtant, j'adore les interactions sociales, j'adore, voilà, quand on m'invite à une soirée, moi, souvent, je suis là, ou faire une sortie, je suis là, mais je suis introvertie dans le sens où je me ressource en étant toute seule. Hmm. Donc, T'as j'ai très bien besoin de... défini. C'est Ouais. exactement ça. C'est d'ailleurs j'ai cette semaine, bah tu vois comme quoi il y a toujours des synchronicités. Cette semaine, j'ai raconté justement mon histoire préférée sur les introvertis et les extravertis sur LinkedIn parce que quelqu'un avait fait un post dessus et en commentaire j'ai expliqué que je sais pas si tu connais l'histoire du sac d'or. Non, vas-y, dis-moi. Donc l'histoire du sac d'or. Un introverti, il commence sa journée, il a un sac d'or qui est rempli. Et donc, à chaque fois il rentre en interaction avec quelqu'un, il donne des pièces d'or. Et donc, à la fin de la journée, il est tout le temps en interaction avec des gens, il est crevé. Parce qu'il a donné toutes ses pièces d'or et il est vidé. Et donc, c'est pour ça qu'il a besoin de temps en temps de se retrouver seul pour re-remplir le sac d'or. Un extraverti, c'est tout l'inverse. Il part dans sa journée, son sac de pièces d'or est vide. Et à chaque fois qu'il va rencontrer quelqu'un, il remplit son sac d'or. C'est pour ça qu'à la fin, quand il a plus d'interaction, il a l'énergie qui est
au top. Et que lui, si jamais il reste trop seul longtemps, eh bien, il est vidé. Donc, ce n'est qu'une question, en fait, d'énergie, de la maîtrise de son énergie. Le fait de savoir si qu'on est introverti ou extraverti, ça permet ça. Et en fait, l'idée, c'est de se dire qu'on est tous extravertis et introvertis, mais que ça dépend du moment et de comment on gère son énergie. Moi, je peux être la plus extravertie possible dans une soirée et être hyper introverti parce que j'ai besoin, effectivement, comme toi, pour me ressourcer, d'être seul. Donc voilà, c'est aussi, on peut être un peu des deux, quoi. Ça, en tout cas, sont perçus comme un peu des deux. Donc voilà, je livre l'histoire aussi sur le podcast parce que je l'ai donné cette semaine sur LinkedIn. Oui, c'est une excellente image, effectivement, et on est tous, oui, à une partie introvertie, une partie extravertie, mais ouais, complètement. Moi, je me suis dit, le confinement, c'était la revanche des introvertis, où moi, ça ne m'a pas posé de problème d'être enfermée. Bon, enfin, modulo, j'aurais aimé sortir un petit peu quand même, mais ça se passait très bien. Alors que beaucoup d'extravertis avaient absolument besoin de sortir tout le temps, et c'était beaucoup plus dur pour eux. Ben bien sûr, bien sûr. Au moins un avantage d'être introverti et c'est intéressant aussi de voir que dans le leadership aussi, on favorise les extravertis alors qu'il y a, j'en ai interviewé beaucoup sur ce podcast, des leaders introvertis qui sont super en fait et qui sont des vrais leaders. Donc voilà, c'est aussi de se dire que c'est pas parce qu'on est introverti qu'on n'a pas accès à toute la palette en termes de leadership. Et toi, en fait, j'aimerais bien savoir où et comment te vois-tu dans 10 ans? Ah, ça, c'est une excellente question qu'on pose souvent dans des entretiens. En réalité, Et vu que tu recrutes en ce moment, je te la donne. Bah, d'habitude, je on dit la pose 5 ans, plus. non? Dans le recrutement, on dit plutôt 5 ans. On 5 ans, va pas 2 ans. jusqu'à 10 ans quand même. Je crois que je la pose plus Ah, cette t'as question. abandonné, d'accord. Ok. Et pourquoi tu la poses plus d'ailleurs? Non, mais parce que je me retrouve avec plein de réponses très convenues et c'est pas très intéressant. Mais ceci dit, la question en elle-même est intéressante, mais dans le mode entretien stressant, j'en obtenais pas grand-chose, donc j'ai arrêté de la Hmm. poser. Et c'est marrant, hier soir, j'ai été à un dîner avec d'autres CTO et bah, on se les posait aussi entre nous et on avait du mal à y répondre parce que quand on fait la rétrospective, où est-ce que j'étais il y a 5 ans, il y a 10 ans, je n'étais pas du tout la même personne, je faisais des choses complètement différentes. Donc c'est difficile d'imaginer où est-ce qu'on sera dans 10 ans. Maintenant, tu vas me dire, c'est bien d'avoir des objectifs. Ah non, moi je te Et, dis rien du tout, perso. non, mais je dis toi, mais voilà, d'une manière générale, c'est bien de savoir qu'est-ce qu'on aime faire, vers quoi on veut aller. Moi, en tout cas, je vis par les projets. C'est ça qui me donne de l'énergie. Et ben, alors, dans 10 ans, mon fils, il aura 20 ans, en fait. Donc, Waouh. mais ma C'est fille, vrai 18 que le ans, mien donc aussi, peut-être. hein. Quand tu me le dis, je me dis, oh mais moi aussi en fait. Donc, quand les enfants ont 18 et 20 ans, probablement, ils seront soit dans des études supérieures, soit dans des nouveaux projets. Du coup, peut-être que je serai seule à... voilà, il n'y aura plus les enfants à la maison. Euh, Qu'est-ce qui peut se passer? À mon avis, j'aurais envie de beaucoup voyager. Hmm. Mais oui, le rêve de petite fille. Et c'est ça que je voulais Exactement, ouais. qu'on dise ça, parce que, en fait, c'est de la provoque un peu, hein, quand cette question-là, parce que, sincèrement, en soi, c'est pas, c'est juste Je pour réponds intro. analytiquement, hein. Moi, je Voilà, et en calcule. fait c'est ça qui est intéressant, mais c'est ça qui est intéressant, c'est pas tant la réponse qui m'intéresse, et c'est comme quand on est coach, de toute façon ce qui nous intéresse, c'est pas, alors excusez-moi je vais le dire, pas forcément la réponse, mais tout ce qui vient après, tout ce que ça veut dire en fait, tu vois, la réponse. Et ce qui est intéressant quand du 10 ans, c'est plutôt de voir la capacité à rêver en fait. Tu vois, parce que qu'est-ce qui se passe entre le moment où on est enfant, on rêve, on a plein de rêves, et puis en plus, et après, avec la vie, en fait, on les oublie ses rêves. Ouais. Et tu vois, moi, je me dis aujourd'hui, j'ai relisté après un travail, parce qu'il faut repenser à ce qu'on faisait, etc. C'est pas facile, hein, parce qu'on oublie en fait quand on était enfant ce qu'on aimait, c'était quoi nos rêves et tout. Donc j'ai dû faire un travail sur ça. J'ai délisté et je me suis dit, bah, c'est ça en fait que je veux faire dans 10, 20 ans. Et après, peu importe au final quand est-ce que ça arrive, je m'en fiche. C'est juste que c'est au moins la petite fille en fait aura nourri ses rêves. Tu vois ce que je veux Mhm. dire? Et c'est ça qu'on peut oublier. Et ce n'est pas du tout un plan, parce que moi, comme je dis à chaque fois, mon organisation, elle s'étale sur 3 mois. En fait, je fais des objectifs à 3 mois parce que j'ai compris que ça sert à rien. Le monde va vite. Tu changes vite. Tout change vite. Ce que tu as prévu ne se passe jamais. Et c'est une façon aussi de lâcher prise.
Tu vois? De se dire: OK, je sais rien où j'en serai même dans un an, en fait, tu vois? Donc Mmh. j'ai aucune idée de qui je serai, je n'ai aucune idée des opportunités qui vont se présenter à moi, de, comment je vais, rebondir, les difficultés, donc à quoi ça sert? Mais c'est plutôt lors du rêve, tu vois? Quand on va de 10 ans, c'est vraiment, je rêve et tu vois, tu es revenu intéressant sur ton rêve de petite fille de voyager et donc ce serait chouette que tu Mmh. puisses, réaliser ce rêve. Ouais, complètement, mais je commence déjà à le réaliser parce que j'essaie de voyager au moins une fois par an, donc avec les enfants et Mmh. c'est aussi de voyager, voilà, pas seule, de pouvoir transmettre, ça me plaît beaucoup. Mais cette connexion avec, la diversité du monde, j'ai l'impression que tu l'avais même quand tu as commencé l'informatique, tu l'as dit un peu, hein, cette notion de se connecter à des gens différents, un peu partout dans le monde, tu vois? Tu as déjà cette connexion dans le monde, donc il y a peut-être un truc, un moment qui va se créer. Alors on continue, est-ce que tu peux, nous expliquer pour les non-initiés, alors moi je connais un petit peu, mais je sens que je vais apprendre encore des choses, la différence concrètement, opérationnellement parlant, entre un web développeur et un CTO? C'est quoi la différence dans ton quotidien en fait? Parce que tu as évolué de l'un à l'autre. OK, alors un web développeur, principalement va programmer pour, des applications, des services, des sites, qui sont, liés à internet ou, voilà, sur du web, interne d'entreprise. Donc c'est cette personne qui va vraiment faire les choses. CTO, en fait, c'est enfin, tu peux arriver à différents moments de l'entreprise. Quand tu es CTO d'une startup où tu es la seule personne tech, bah, c'est toi qui vas être web développeur. Mmh. C'est toi qui vas faire. Si tu es CTO dans une, boîte, qui a déjà une équipe de développement, bah, tu vas plus, être manager, ou facilitateur ou voilà, un peu coach et tu vas quand même, regarder ce qui se passe dans le code. Tu vas être, quand même assez proche des personnes qui sont dans l'opérationnel et après tu peux être CTO pour des équipes, qui sont de plusieurs centaines de personnes. Donc là, tu n'es plus développeur. Mmh. Tu vas, être plus proche, de la stratégie ou plus proche voilà, faire du management d'autres managers et tu vas beaucoup moins coder ou tu peux continuer à coder, si tu en as vraiment envie, mais en général, tu as plus trop le temps. D'accord. Voilà. Donc Donc c'est comme une CTO, évolution en fait. C'est-à-dire que quand j'entends ça, c'est une évolution un petit peu normale de je commence webmaster, après je deviens CTO, éventuellement d'une équipe, donc un peu manager, et puis après être dans le comité de direction. Ce serait un peu une évolution, c'est ça que ça tu dis? ça peut être une évolution. Après, c'est pas la seule évolution, hein, quand on est, développeur. On Ah oui, peut aussi, bien sûr, mais c'est devenir, c'est pour toi ce que expert. tu es devenu toi. Oui, 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 D'accord. oui, Ok. exactement. Oui, oui, bien sûr. Et c'est là que je veux en venir, justement. Tu fais bien de rentrer sur cette porte-là. C'est-à-dire que une difficulté, alors pas seulement dans le webmaster, mais de manière générale, quand on est expert et qu'on passe manager, on a des difficultés, on peut avoir des difficultés puisque c'est un nouveau métier. Ouais, D'accord? exactement. C'est pas du tout les mêmes, Voilà. Et donc, toi, compétences recherchées. moi, ce que je veux savoir, c'est comment tu t'es formé ou accompagné, justement, ou est-ce que ça l'a fait toute seule, ou avec un mentor, avec un coach, ou avec des formations, mais tu vois, de ce passage-là, qui est quand même clé dans la réussite d'être un bon manager, ce que j'appelle un bon manager, on pourra le définir, mais en tout cas, je sais que ça peut être difficile, parce que j'accompagne beaucoup d'experts, moi ayant été experte, et j'ai dû le faire, en fait, ce cheminement-là. Et je sais que c'est pas évident. Donc toi, comment tu l'as fait, ce cheminement? Alors, il faut savoir qu'au tout départ, moi, je voulais, développer, enfin, je crois que je l'ai dit au moins, 10 fois dans dans le podcast. Je voulais juste programmer dans mon Je veux coin, juste laissez-moi programmer, tranquille laissez-moi tranquille. et puis, voilà, j'aimais pas parler, je voulais pas forcément communiquer, je voulais juste coder. Mais, finalement, je me suis aperçue que, bah, j'aime bien les interactions sociales, donc, j'aimais, bien, discuter avec les autres équipes. Dans mon équipe aussi, ça se passait bien, et en fait, j'ai commencé un petit peu sur le tas où, j'ai une petite équipe et on m'a confié un peu plus de responsabilités. Puis je me dis: «Ah bah, finalement, ça me déplaît pas, je me sens à l'aise en tant que manager». Alors, bien sûr, il y a plein de choses que je savais pas, que j'ai appris, au fur et à mesure. Donc,
J'ai Dassault Systèmes, je pense pas, enfin, je me rappelle pas avoir une formation. Bon, je sais plus. Et en arrivant à l'équipe, j'ai recommencé en tant que développeuse. Ensuite, j'ai évolué sur voilà, la gestion de projet, puis du management. Et j'ai eu, je pense, 2 ou 3 formations quand j'étais à l'équipe. Donc, la toute première formation que j'avais eue, c'était une formation groupe sur les entretiens annuels. Et puis ensuite, j'ai une formation sur le management. Donc, c'était dans le cadre d'une réorganisation dans le groupe. Ils avaient voilà, identifié toutes les personnes qui étaient managers et donc avaient donné cette formation. Et au début, je me suis dit, bon, non, mais j'en ai pas besoin. C'est bon, moi, je sais apprendre par moi-même. Voilà, je sais aller lire quand je cherche des informations sur un sujet. Non, mais c'est bon, j'ai pas besoin de ça. Mais comme je suis quand même curieuse, je me dis, oh, allez, voilà, on essaye, on y va avec un état d'esprit positif. Je peux toujours apprendre quelque chose. Et là, ça a été vraiment, enfin, c'est pas une révélation, mais j'ai appris énormément de choses. Et j'ai pu aussi mettre en pratique, parce que suite à cette formation, il y avait 5 heures de coaching. Donc, c'était une personne que j'appelais par téléphone et je pouvais parler d'un cas concret qui m'arrivait. Et on pouvait suivre ce que j'appliquais. Et ça, voilà, ça, c'était vraiment marquant. Hmm. Et puis, D'accord. voilà. Et ensuite, juste avant de partir de l'équipe, j'avais une autre formation en management. Et là, c'était sur le test DISC. Je ne sais pas si tu connais le Oui, test de très bien. personnalité J'en des parle couleurs. souvent dans le podcast aussi. Voilà, Hmm. hyper intéressant aussi. Donc, ouais, en fait, je recommande de se former, peut-être de varier les formats d'apprentissage. Donc, on peut lire des livres, on peut faire des formations collectives, on peut faire du coaching en one-one. On peut aussi profiter de son réseau, aller parler à des personnes qui sont plus avancées ou qui sont dans des situations qu'on aimerait atteindre. Et Hmm. puis, ouais, voilà, et échanger comme ça. Et c'est ça qui est la plus grosse erreur et qui est le plus difficile. Moi, ce que je constate, parce qu'en fait, je me rendais pas compte, tu sais, quand tu es dans des grands groupes, tu as tout à disposition et c'est ta norme, en fait. Et quand tu ressors, en fait, à l'extérieur, tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'accompagnent pas, en fait, leurs salariés à devenir manager. Et je pense que c'est vraiment un problème parce qu'après, tu peux faire des erreurs. euh, que dommageables par les salariés, mais dont tu n'es même pas conscient en fait. Mm. C'est pas que Oui. tu es mauvais ou quoi que ce soit, ou que tu es méchant, c'est juste que tu n'es même pas conscient, tu ne te connais pas, tu n'as pas travaillé sur toi, tu n'as pas fait de formation, et donc tu penses que tu peux tout apprendre sur le tas. Donc c'est intéressant que tu ressortes ce truc-là de dire, ben voilà, tu as été ouverte pour voir prendre ce qu'il y a à apprendre et tu as vu que c'était un autre métier en quelque part. C'est toi, je pense que l'insight c'était de se dire que c'est quand même bien quand on a quelques outils en tout cas pour le faire. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que à l'heure au moment où va sortir cet épisode, je suis en train de travailler en fait sur une offre qui est justement cette possibilité d'offrir des heures de coaching très ponctuelles, opérationnelles. C'est-à-dire, c'est pas moi, je fais des accompagnements très longs, de 6 mois, 1 an, c'est un cheminement, mieux se connaître, développer son leadership, son management, etc. Mais ça, c'est plutôt long sur les dirigeants et les managers. Mais là, l'idée, c'est de dire, voilà, j'ai un problème opérationnel et ce que tu disais, les 5 heures de coaching, c'est exactement ça. Un problème urgent et opérationnel tout de suite. Je rentre dans cette offre-là, j'ai un questionnaire et après, je fais 7 heures de tête à tête et je ressors avec un plan d'action, une décision et je sors différent en tout cas de ce que quand je suis rentré, plus sereine pour attaquer la prochaine étape du management parce que c'est quand même tous les jours un peu challengeant le management, je trouve. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve que c'est toujours tous les jours un peu challengeant et de temps en temps de pouvoir voilà, se poser sur certains problèmes spécifiques. Je pense que c'est une bonne idée. Oui, oui, non, mais exactement. Surtout en tant que manager, parfois, tu te sens un peu seul parce que tu peux pas tout exposer à ton équipe. Parfois, envers ta direction, bah, tu n'as pas forcément... tu as un peu de scrupule à te dire, oh, OK, je vais pas leur montrer que ça va pas. Alors aujourd'hui, avec l'expérience, j'ai pas l'impression d'être dans de la difficulté tous les jours. Mm. Mais oui, je pense que régulièrement, il faut se reposer des questions ou se dire, OK, bah là,
j'ai un souci, moi je le verrais plutôt comme ça, mais c'est bien aussi De d'aller confronter. confronter d'autres idées. Mm. Tout à fait, c'est l'idée ça. C'est en fait l'idée, c'est vraiment que ce soit ponctuel. Donc, tu vois, j'imagine quelque chose de l'ordre de, tu vois, 2, 3 fois par an que les personnes demandent ce service-là, tu vois, mais pas plus en fait, parce que globalement, après, il faut aussi se casser les dents aussi un peu. Tu vois, moi, je trouve Mais que après, c'est. ça dépend, enfin, c'est peut-être pas forcément tout au long de l'année, mais tu as aussi quand tu as un changement de poste, tu Ah as un oui, mais ça, changement de là, taille pour d'équipe. moi, c'est un accompagnement. Tu vois, moi, j'ai fait les prises de poste, tu vois, personnellement aujourd'hui, dans Ouais, mes offres, je fais un accompagnement de trois c'est mois un pour ça. accompagnement plus long. Ouais, Ouais, c'est ok, 3 mois, c'est-à-dire que c'est l'équivalent de 10 séances. Tu vois, d'accord. c'est 10 séances quand on fait du démarrage. C'est des gens qui veulent vraiment, tu vois, être sûrs qu'ils veulent faire un bon démarrage. Tu vois, pour eux, c'est Mhm. important de bien démarrer. Et donc, c'est un accompagnement prise de poste, en fait, qui est D'accord. différente que ce dont je te parlais tout à l'heure, qui est vraiment ponctuel, mais quelqu'un qui est déjà manager depuis quelque temps et comme tu dis, qui peut être seul et qui a envie de confronter son idée Mm. de la décision qu'il veut prendre et de juste demander à un moment donné à une sorte de sparring partner, mentor, coach, ce que tu veux dedans, quoi, tu vois. Ok, alors est-ce que tu peux nous parler, parce que moi ce que j'ai compris, c'est que votre mode de fonctionnement chez Vision, alors déjà juste très rapidement en 1 minute, Vision, il Qu'est-ce que propose c'est? quoi comme solution? C'est exactement ce que je me suis dit tout à l'heure, mais en fait, j'ai même pas expliqué ce qu'on faisait. Mais c'est normal, c'est que généralement ça arrive au milieu du podcast. Je ne parle pas trop tout de suite de la technique, c'est normal. Alors, chez Vision, on a une intelligence artificielle qui fait du deep learning vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? On analyse des vidéos en temps réel pour faire de la reconnaissance de gestes. Donc aujourd'hui, on sait l'appliquer au niveau business à la surveillance dans les magasins pour analyser les caméras de surveillance qui sont dans les rayons et on reconnaît les gestes de vol à l'étalage. Donc, par exemple, une main qui va prendre un produit, le mettre dans son manteau ou dans une poussette ou sous un chapeau. Voilà, il y a un certain nombre de gestes qu'on est capable de reconnaître et ça envoie des alertes pour aider la décision pour le personnel du magasin. D'accord. Donc, en fait, c'est pour quand on a des vigiles en magasin qui regardent, je ne sais pas moi, 10, 15 plus de caméras en permanence, c'est quand même assez fastidieux comme travail. Donc, envoyer des alertes, ça permet de bien cibler les endroits, il faut bien regarder. Et puis, enfin, en tout cas, ça aide beaucoup les clients parce que le vol à l'étalage, c'est vraiment un fléau pour ces business-là. Et Hmm. ensuite, chez Vision, on pourra attaquer d'autres verticales, par exemple, dans des entrepôts qui sont vides, où il n'y a que quelques employés, on peut détecter des personnes qui se feraient mal, qui tomberaient à terre ou qui feraient un malaise. Et donc, on peut envoyer les secours ou prévenir qu'il y a un souci dans un entrepôt. Voilà, ça c'est un autre cas d'utilisation. Mais aujourd'hui, là, l'IA, on l'utilise pour le vol à l'étalage. Et D'accord. donc, moi, je suis arrivée en début d'année, on était peut-être une cinquantaine. Là, on a, je pense, presque doublé. On a fait une levée de fonds de 10 millions et on a ouvert plusieurs pays en Europe et on est en train d'ouvrir vers les États-Unis. D'accord, ok. Ok, j'ai l'impression que c'est intéressant parce que j'adore en fait ce côté où la fiction rejoint la réalité, tu vois. Moi, j'ai des souvenirs d'enfance. C'est comme là, en ce moment, je repense à Retour vers le futur et je suis en train de me dire qu'est-ce qu'il y a que quand on était gamin, on disait ah, ça va être pas possible et qu'aujourd'hui qui existe. Et là, tu vois, je vois bien les films un peu, tu sais, d'espionnage où, tu sais, tout d'un coup, il y a un truc qui monte sur l'écran, tu vois. Et ça, pareil, on se disait que c'était pas possible et aujourd'hui, on est en train de le vivre. Bon, j'attends la voiture volante, là. C'est le truc que je suis en train d'attendre. Je sais pas, j'ai envie de voir la voiture volante. Je veux ne pas mourir avant. Euh, Ouais, alors mais moi, j'ai pas l'impression vraiment d'être dans la science-fiction parce que, bon, en fait, c'est des process manuels qui existent et qu'on automatise finalement. Donc là, pour le vol à l'étalage, ah il y a ouais, déjà sauf que du je pense personnel que qui regarde. l'humain, tu enlèves le côté humain où il y a Ah oui, quand t'enlèves l'erreur humaine en fait, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que oui. tu dis, moi ce que je comprends comme tu me l'as expliqué en tout cas, Mm. c'est que ça permet à l'humain de porter son attention sur une caméra. J'ai plein de caméras en face de moi Oui, et il te dit, regarde plutôt là. Et moi j'ai des oui, films que je vois dans ma tête là où je vois ça, c'est-à-dire d'accord. zoomer, attention, regardez là.
machin. Mm. Et ça, pour moi, ça n'existait pas encore. Tu vois ce que je veux dire Ok. quand je. Mm. Donc, tu vois, chacun. Moi, toi, effectivement, tu baignes dans le monde, donc je pense que pour toi, c'est évident. Mais de l'extérieur, nous, en tout cas, moi, en tout cas, personnellement, je me dis, ouais, je vois bien ce que ça fait, quoi. Tu me l'as bien Ouais, expliqué. ouais, mais voilà, un métier où tu es, vigile et tu regardes des caméras où il se passe la plupart du temps rien, Rien. c'est c'est quand même voilà, pas simple. Donc, Ouais, et puis tu as l'erreur on aussi va y arriver. effectivement, quand tu vois tout ça Oui. d'écran, ton cerveau, voilà, entre la Mm. fatigue, le machin, etc., forcément, il y a plein de trucs qui passent, et là, l'idée, c'est d'améliorer, en fait, ce que je comprends, la performance de détecter des vols à l'étalage, ou des choses comme ça, Oui, c'est c'est ça, parce que super. la plus-value des vigiles, elle n'est pas à surveiller des caméras où il ne se passe rien. Ouais, Elle c'est pour est ça. plutôt pour Donc, ouais, les ils sont magasins. même plus. Et c'est toujours intéressant. Je travaille en ce moment avec justement un hacker là sur un projet. Et en fait, c'est toujours l'intelligence artificielle au service de nous. C'est pas. Parce que tu sais, il y a encore dans l'imaginaire collectif qu'un jour l'IA va se mettre contre nous, tu vois. Donc on est en train de discuter de ça et de se dire comment que quand même l'humain, l'idée c'est, alors après il y a plein de sujets sur l'éthique et tout, et donc il travaille sur cette partie-là. Je sais pas si tu connais Gaël Musquet, c'est avec lui que je discute de ça, qui est vraiment, voilà, qui parle de tout ça pas mal. Et c'est vrai que donc il dit qu'il y a des vrais enjeux hein, pour justement l'éthique, faire attention que on mette des limites, mais en quelque part c'est quand même nous qui décidons et c'est aussi pour ça, en tout cas personnellement, ce que j'aime dire, je veux plus de femmes en fait dans la création des algorithmes. Parce que juste, je veux pas qu'il y ait que des hommes qui fassent les algorithmes aussi. C'est pas qu'ils soient moins bons ou voilà, c'est pas que truc, mais je pense que la diversité est nécessaire partout. Et donc, je sais pas ce que tu en penses toi par rapport à tout ce qui est algorithmique, mais personnellement, moi je serais rassuré le jour où je trouverais qu'il y ait autant de femmes et d'hommes dans ce milieu-là. Oui, alors moi, ça me fait penser à plusieurs choses. Alors, est-ce que l'IA va complètement remplacer l'humain? Peut-être, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, l'IA, on l'entraîne aussi avec des choses qu'on lui apprend. Donc, par exemple, nous, on rajoute de temps en temps des gestes, on réentraîne le modèle, mais il ne va pas d'un coup, de manière magique, en fait, découvrir des vols qu'on n'aurait pas déjà vus, enfin des gestes de vol qu'on n'aurait pas vus précédemment. Et donc, j'ai insisté là-dessus, mais là, on ne fait pas du tout de biométrie hein, à vision. Enfin, ce serait une marionnette qui ferait le même geste, on aurait aussi une alerte. Euh, donc, oui, sur la partie IA, oui, ça peut faire peur. Mais en même temps, je pense qu'on est encore très, très loin d'être complètement remplacé par les machines. Mais peut-être que ça va arriver. Moi, En même temps, moi, sincèrement, j'y crois pas, sauf si c'est mal utilisé. C'est comme tous les outils qu'on oui, a voilà. créés, que l'être humain a Ouais. créé. Tout est une question d'utilisation, tu vois. Et On a c'est créé le là que je couteau, voilà, le créateur du couteau, il s'est dit, est-ce que je vais tuer des personnes? Est-ce que je vais faire la cuisine avec? Ouais, mais c'est ça, tu vois ce que je veux dire, c'est nous qui décidons ce qu'on fait avec ces outils-là, mais c'est pas l'outil qui va, tu vois, prendre possession de nous, c'est pas parce que ça semble une boîte noire, qu'on comprend pas tout, que voilà, que ça peut être opaque, en fait, que, forcément, il faut imaginer des choses, terribles dedans, c'est pas plus qu'un autre outil, d'internet, voilà, qui pourrait être aussi, utilisé pour plein de choses bien, et plein de choses mal, comme les réseaux sociaux, qui sont utilisés pour du bien et du Ouais. mal. Tout ce qu'on a aujourd'hui est comme ça. Je sais pas ce que tu en penses, mais Oui, 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 bien sûr. Et c'est vrai que c'est important de savoir comment c'est fait aussi, de s'assurer, par exemple, qu'il n'y a pas de biométrie. Voilà, si on dit qu'on fait la reconnaissance de gestes, on fait de la reconnaissance de gestes et pas autre chose. autre chose. Et, Voilà, c'est ça en fait. Ce que je veux dire, c'est les cadres que je parle d'éthique, de toutes ces choses-là. mm, Aussi de pas aller trop loin dans certaines choses. Mais c'est nous qui décidons quand même d'aller trop loin ou pas, en fait. oui, C'est un peu mon point. Alors j'aimerais bien qu'on parle. Donc merci en tout cas pour toute la partie de ton entreprise. Moi, ce que j'ai compris, c'est que vous travaillez en mode hybride et c'est un sujet qui m'intéresse pas mal en termes de management parce que c'est beaucoup de questionnements sur ça aujourd'hui. Comment on manage des équipes qui sont à moitié chez elles en télétravail et à la moitié en présentiel. Comment ça se gère chez vous, cette partie management en hybride? je pense que des équipes de développement informatique, c'est peut-être différent d'autres équipes, par exemple, de sales. Donc, j'ai parlé surtout de ce que je Bien connais sûr de moi. toi. Mm. Alors,
en tant que développeur, on est déjà très habitué à tout ce qui est outils informatiques, tout ce qui est travail à distance. On y est habitué avant le confinement. Donc, je pense que déjà, quand tu as le matériel, tu as les outils disponibles, ça facilite le travail. Ensuite, moi, je suis quelqu'un qui n'est pas du tout dans le micromanagement, qui va plutôt encourager l'autonomie, les prises d'initiative. Alors, bien sûr, les personnes qui sont débutantes, plus juniors, il faut un peu plus les aider, aller leur poser des questions un peu plus souvent, proposer des points un peu plus souvent. Et puis des personnes qui sont plus autonomes, voilà, se passer des points, donner un petit peu plus de liberté. Mais en tout cas, moi, je suis pour voilà, l'autonomie des personnes, l'organisation dans l'équipe. Donc, pour moi, ça fonctionne quand les gens font des interactions à l'intérieur de l'équipe. Il n'y a pas forcément besoin que ça passe par moi, il n'y a pas besoin que je valide tout ce qui se passe. Moi, je suis là aussi pour regarder, oui, observer les interactions, observer les signaux faibles. Donc, ouais, quand on est à distance, c'est un petit peu plus compliqué parce que tu ne croises Ouais, pas ben les ouais, gens c'est ça qui est la au difficulté, café, hein. Mm. mais tu as d'autres signaux. Hein, quand sur Slack, tu vois des changements de pattern de comportement. En fait, moi, ma difficulté, c'est plutôt quand j'arrive dans l'entreprise, que je ne connais pas du tout encore les personnes, leur mode de fonctionnement. Je ne sais pas encore dire si c'est normal, pas normal. Et Oui. après, je m'ajuste, donc que ce soit en présentiel ou à distance. Et là, par exemple, j'ai des nouvelles personnes qui sont arrivées dans l'équipe. Et donc, moi, j'ai expliqué à la direction que c'était important pour moi déjà de tester le mode à distance, enfin, un mode mixte dès la période d'essai. On ne va pas garder les gens en présentiel pendant toute la période d'essai, puis d'un coup, ouvrir le D'accord. télétravail. Voir s'ils sont aussi Moi, capables, tu évalues, ça te permet d'évaluer aussi leur capacité à travailler à distance aussi, c'est Oui, ça? puisque c'est comme ça qu'on Mm. on va faire. Alors, on n'a pas un jour exact où on est au bureau ou en télétravail, mais je suis aussi dans des équipes qui aiment bien être en physique. Ouais, Donc, cool. ils se voient souvent au bureau. Puis, voilà, ça alterne selon les jours. Donc, voilà. Et moi, je suis quand même... des fois, je mélange le réel et le virtuel. C'est-à-dire que je vois des personnes en one-one, mais après, j'ai oublié, est-ce que je les avais vues par caméra ou est-ce qu'on s'était vu Mm. vraiment dans une salle? Des fois, je ne Mm. sais même plus. Donc, en tout cas, moi, en tant que manager, je suis voilà, très à l'aise à fonctionner soit en Ouais. présentiel, à distance, en mixte. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'il y a une clé en fait et qui est valable que ce soit donc au-delà de fait de la confiance, la responsabilisation, etc. Bon, qui sont inhérents au management. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce que tu as dit, c'était les signaux faibles. C'est-à-dire cette détection des signaux faibles n'est possible que si on connaît le comportement habituel de ses collaborateurs. Et donc, pour connaître les comportements habituels de ses collaborateurs, en fait, il n'y a pas 10 000 solutions, c'est de passer du temps avec. Et donc, Oui. la question que j'ai, c'est est-ce que toi qui fais les deux, c'est quand même plus facile tu vois, plus rapide en quelque part, efficace, quand on se voit de justement connaître le comportement habituel, que ça prend plus de temps à distance ou que c'est pareil? Euh, Peut-être que ça prend un peu plus de temps à distance, mais dans le sens où tu vois moins souvent la personne, ou tu as moins d'occasion de croiser la personne. Hmm. Mais parfois, quand c'est que en physique, tu as aussi plein de moments où tu n'es pas forcément en mode travail, tu vois, si c'est juste des pauses, je sais pas, tu peux avoir des comportements différents parce que tu es en mode pause ou en mode je Hmm. suis dans le travail, donc je sais pas si un mode plus facile qu'un autre. Parce que tu vois, moi, je Je- me projette, je me rappelle quand j'étais en entreprise, si tu veux, j'avais tellement de réunions qu'il se pouvait s'écouler une journée sans que je vois mes collaborateurs. Donc, moi, Oui, j'avais un rituel oui. tous les matins d'aller les voir pour ce que j'appelais prendre la température, tu vois, avant de commencer toutes ces réunions qui s'enchaînaient, parce que je pouvais passer une journée sans voir mes collaborateurs. C'était pas mieux, si tu veux. Que quand tu es à distance, tu vois, moi je vois pas la différence quoi. De l'extérieur, je Oui. me dis entre ce que je faisais. Donc, c'est plutôt ce rituel-là. Est-ce que ça revient au même si je le faisais le matin à distance? Tu vois, moi, j'ai pas connu faire ça parce que moi, je faisais qu'une Hmm. journée de télétravail par semaine. Donc, tu vois, j'ai pas besoin de faire un rituel spécifique. Mais si j'avais plus de jours, je me pose la question, est-ce que, tu vois, comment je reproduis ça, ce que je faisais moi le matin, qui était pour moi essentiel et clé,
si j'avais une équipe totalement remote, par exemple, tu vois. Alors c'est vrai que moi j'ai pas alors je suis pas bonne élève, hein, pour dire bonjour. Mon côté introverti où, moi j'arrive au travail, je me mets direct devant mon poste et à la chaîne. Ah! Je sais, c'est pas Ouais, 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 bien. J'ai un peu de mal, surtout quand l'entreprise elle est trop grande. Enfin, sinon j'ai dit bonjour à mes collègues, proches, ouais. Mmh. mais toute l'entreprise, c'est un petit On peu parle du compliqué. bonjour pas mal avec Gaël Châtelain. La semaine prochaine sort l'épisode avec Gaël Châtelain-Berry, qui nous parle du bonjour et il dit que c'est la première cause de démotivation des salariés. Le manager qui ne dit pas bonjour. Non, alors si, je dis bonjour à mes alors ce que j'ai réclamé moi en tant que manager, quand je suis passée manager, j'ai fait: «OK, par contre je reste dans l'open space. Ne me mettez surtout pas un bureau loin». Donc oui, je dis bonjour à mes collègues Oui, qui oui, sont, mais des fois on peut qui sont très oublier, proches. mais c'est pas Mmh. volontaire. Encore une fois, on peut faire des choses comme tu dis, parce que pris dans les réunions, pris dans des objectifs, pris dans des choses à faire bassement matérielles, j'ai envie de dire, tu vois, voilà. On peut même oublier de dire bonjour. Je pense pas qu'il y a des gens mal élevés, tu vois. C'est pas que des gens mal élevés qu'il y a derrière ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, il y en a, mais il y a pas que ça. Il y a juste, on est dans la machine à laver nous-mêmes en tant que manager et qu'on peut oublier tout simplement d'aller dire bonjour à ses équipes, quoi. Mais c'est vrai que si je suis en présentiel, je le fais, mais si je suis à distance, je trouverais ça bizarre, Ouais, tu vois, c'est ça que je veux dire. d'aller spécialement, dire, bonjour à chacun. Bah oui, mais c'est ça que moi je me Hem, vois, en tout cas, je me vois pas le faire, mais je me dis, probablement, tu vois, cette transposition est importante parce que, en tout cas pour moi, c'est comme ça que je connaissais les comportements habituels des gens et c'est comme ça que je détectais les signaux faibles rapidement. Et ça n'attendait pas des semaines, tu vois, avant de voir qu'il y avait un ouais. problème, tu vois. Ça, c'était plutôt ça, quoi. De tuer le Ah ou alors il truc dans l'œuf avant que faudrait ça devienne un gros problème. Parce que si on laisse les signaux faibles sans les traiter, le risque, tu es d'accord avec moi, je suppose, c'est que mmh, ça devienne de plus en plus gros et que ça prenne plus de temps, en fait, pour régler le problème, au final. ouais, ouais, bien sûr. Tu vois? Non, mais c'est intéressant ce que tu dis sur le bonjour du matin, comment on fait? Alors, chez Vision, il y a, un daily meeting. Tu sais, quand on est dans Ouais. l'agilité, voilà, il y a le Mm. classique, Tout à fait. Qui est scrum 2 opérationnel, qui est très semaines, opérationnel. voilà, daily meeting. Bon et finalement, ça sert à se dire bonjour, le matin, en tout cas, chez Vision. Mm. Oui, chacun raconte un peu sur quoi il est, s'il y a des problèmes. Mais ça permet, oui, aussi de, commencer la conversation en attendant tout le monde qui arrive. Voilà, on dit bonjour, on se raconte Alors, son je peux week-end, te donner enfin un petit tips, comme ça, ça me vas-y, permettra de donner à tout le monde en même temps. J'ai une vas-y. idée là qui est arrivée, parce que, tu vois, en discutant avec toi, je dis donc qu'on apprend, qu'on transmet en tout cas en tant que coach quand on fait du coaching d'équipe, c'est ce qu'on appelle l'inclusion. Donc en fait, avant de commencer une réunion, on a eu tendance pendant des années, et ça c'est valable pour le présentiel et le distanciel. Donc ça c'est bien. Tu vois, c'est pareil, on a égalité sur ça. On a tendance quand on commence une réunion à rentrer directement dans le vif du sujet, de l'opérationnel, parce qu'en plus on n'a qu'une heure et que le temps est compté et que on n'a pas le temps en fait, on n'a pas le temps. Mais ce que j'invite à faire, c'est un système d'inclusion, surtout en plus si les gens changent entre les réunions, il faut le refaire à chaque fois. Moi, avant de partir de chez L'Oréal, on mettait ça en place. On avait commencé à le mettre en place, le système d'inclusion, qui est que chaque personne donne son humeur du jour au début de la réunion. À quoi ça sert? Simplement, c'est comment on se sent, comment on se sent. Mais si jamais, parce que je te donne des cas concrets, des fois, tu arrives en réunion, la personne, elle tire la gueule. Tu te dis, putain, certainement, j'ai dû faire un truc, ou j'ai peut-être fait un truc. Déjà, premièrement, je sais pas, on pense qu'on est le centre du monde, on pense que c'est nous. Déjà, donc, excuse-moi, mais tu n'es pas le centre du monde. Donc ça, c'est le premier point. Mais on a tendance à faire ça. Le deuxième point qu'on peut faire, c'est de dire, ah putain, il tire la gueule, qu'est-ce qu'il a, machin. Et ça peut plomber une réunion, en fait, ce truc-là, tu vois, parce que tout le monde est en train de dire, ouais, peut-être qu'il faut pas lui dire, peut-être qu'il faut là, etc. Plutôt que de faire tout ça et d'avoir que de l'imagination et voilà, on fait en fait une inclusion. Et en fait, la personne, si on arrive à un système où en fait la parole est libre dans l'entreprise, où on se dit les choses, on n'a pas peur de se dire les choses, la personne va dire putain en fait, je sais pas dormir de la nuit, mon bébé en fait il m'a empêché de dormir toute la nuit en fait. Je suis juste crevé en fait. Mais déjà, même moi, je vais avoir un comportement différent de tolérance, déjà, on va se dire que c'est pas moi, voilà, et que c'est extérieur à nous. Et puis en plus, on va être plus tolérant, etc. Donc, et de capter justement ces fameux signaux faibles encore plus rapidement que d'essayer de deviner qu'est-ce que le comportement, tu vois, etc. Juste
si la parole est libre, la personne elle va te dire, ouais, en fait, je suis pas bien en ce moment. En fait, j'en ai marre d'être à distance. Ben, j'ai envie de vous retrouver autour d'un café. J'ai envie, tu vois, et de dire ça en fait, de pouvoir avoir un espace où on peut dire ça, parce qu'aujourd'hui, pour moi, on a enlevé ces espaces-là, qui peuvent être au café, mais qui sont pas forcément. Il faut que tout le monde n'est pas là, ou tout le monde n'est pas là au même moment, etc. Et on pense pas forcément à le faire comme un rituel. C'est un nouveau rituel à mettre en place dans les équipes. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, moi, je me note à proposer aux équipes. C'est vrai que spontanément, quand on se voit le matin, voilà, ou au délit, voilà, on dit un peu dans quel mood on est, mais sans forcément faire de tour de table. Hmm. Parce qu'il y en De... a qui ne parlent pas en fait, tu vois, Ouais. c'est un peu Mm. ça. Et c'est mettre justement rééquilibrer pour que tout le monde ait ce temps de parole. Ouais, ouais. Et puis à distance, c'est vrai qu'on a tendance à être encore plus sur la montre. Ok, bon, on va Straight to the direct dans le. point. Oui, Ouais, je directement dans connais la bien. réunion. Ça me parle. Alors juste pour finir sur cette, bon, j'avais plein de questions, mais je ne les ai pas posées, mais c'est pas grave, hein, je m'adapte à chaque fois comme ça. Ce sera un deuxième Euh, épisode. ouais, ce sera un deuxième épisode parce que bon, voilà. Mais en fait, j'ai bien envie de finir avec ça. C'est sur cette partie de science et la tech et les petites filles, parce que moi j'ai une petite fille. Tu vois, j'ai une fille. Pour moi, il y a quand même un enjeu pour que les filles soient aussi dans les sciences. Donc elles sont bonnes à l'école, mais après on les retrouve pas forcément dans les entreprises, sur les métiers de la tech ou des sciences, les métiers scientifiques. Moi, j'étais en génie mécanique, alors inutile de te dire que, bon, au fur et à mesure, j'étais un peu toute seule, comme fille. Euh, et donc, voilà, qu'est-ce que c'est, comment tu penses qu'on pourrait œuvrer, comment on pourrait faire pour qu'on ait plus de filles au niveau des sciences, de la tech, qu'elles soient dans ces métiers-là? Je pense que dès petit, il faut leur montrer des métiers techniques. Enfin, même pas que techniques, faut montrer différents métiers. Je ne sais pas, est-ce que ça passe par des personnes qui interviennent dans les écoles pour montrer leur métier ou, euh, voilà. Et puis aussi les faire pratiquer, les faire toucher les outils techniques, les outils informatiques. Donc, moi, j'essaie de minimiser les écrans, mais il y a d'autres manières de faire découvrir la technique aux enfants. Euh, j'ai peur de me tromper si je parle de coloris, je ne sais plus si ça s'appelle comme ça, mais qui permet de faire des exercices, enfin comment dire, montrer un peu ce que c'est l'algorithmie, mais sans dire les mots D'accord. aux enfants. Puis ensuite, je sais que j'ai parlé à mes enfants de qu'est-ce que c'est une entreprise, qu'est-ce que c'est une start-up, qu'est-ce que Hmm. c'est développement. J'ai essayé un petit peu Scratch aussi. Mhm. Je ne sais pas si tu connais. Non. Ça permet d'apprendre un peu qu'est-ce que c'est la programmation, mais pareil, sans dire que c'est de la programmation. C'est très D'accord. visuel pour les enfants. Et voilà, après, je pense les faire aussi toucher, construire des choses. Ouais. Les jeux de construction, c'est pas que pour les garçons. Ouais. Ok, ouais, Voilà, parce que ça reste de la voilà, construction, effectivement, c'est comme c'est de l'architecture en fait. Quand on fait des moi, c'est comme ça que codes, je le vois. etc., Enfin, ouais. c'est un peu de l'architecture. Pour moi, je le vois comme de l'architecture, le codage, Ouais, l'algorithme. ouais, ça c'est le codage. Après, dans les métiers de la tech, c'est tellement varié, il n'y a pas Oui, bien sûr. que du codage. Donc, Et c'est vrai leur que j'étais montrer plus comment sur les le choses sont webmaster faites. développeur. C'est vrai que dans Oui. mon idée, puisque tu parles avec une web développeuse, j'étais vraiment sur le côté web développeur, en fait, plus que effectivement, après, il y a plein d'autres métiers. Je pense que là, tu trouves beaucoup de femmes, beaucoup plus de femmes dans les autres métiers qui sont dans la tech, mais qui sont Mm, 16 ou, tu vois, dans les autres dimensions mm. marketing, autres dimensions, quoi. Ouais, Ok. Donc, non, c'est c'est vrai, quand ils sont intéressant, petits, effectivement, c'est de les mettre très jeunes au contact de tout ça qui pourrait ouais. peut-être aider à ce qu'elles aient une appétence, en tout cas qu'elles puissent détecter comme toi leur appétence, ce qui fait qu'on va les retrouver un peu plus tard, quoi. Oui. Alors, moi, c'est juste que j'ai eu un ordinateur sous la main et que j'ai Ouais, réussi à ouais. bidouiller dessus, mais je connaissais personne en informatique, je Ouais, mais connaissais moi c'est encore pareil. moins Mais par contre, d'ingénieurs. tu vois, j'avais un ordinateur très jeune, mais je ne suis pas devenu un web Oui, développeur. Donc c'est juste, bah oui, je sais. effectivement, c'est l'appétence aussi, tu vois. C'est juste les mettre toucher à tout pour pouvoir choisir en conscience où elles se sentent le mieux. Mais je pense qu'il y a beaucoup de filles qui adoreraient faire ça, tu vois, et Mm. qui n'ont pas forcément
était en contact avec tout ça. Donc, bon, j'avais plein de questions sur plutôt du dev perso. Ben, ça monte, ça va aller à la trappe. Voilà, voilà. Une petite question quand même pour finir avant que tu puisses nous dire un livre. Parce que moi, j'aime bien que mes invités nous conseillent un livre. Développement personnel, entrepreneuriat, management, leadership. Donc, peut-être si jamais on va commencer comme ça après, si je verrai quelles questions je peux poser. Est-ce que tu aurais un livre à nous conseiller Alors, ou livre ou oui, film ou peu importe, hein, c'est pas forcément un livre, mais oui, oui, bah, je parle tout le temps des 4 accords Toltec. C'est peut-être un livre que tu connais si tu es dans le développement très bien, je personnel. le cite souvent sur le podcast, hein. Voilà, donc, donc ça, c'est un livre, enfin, mon livre de base. Voilà, je l'ai lu 2 fois, hein, mais j'ai découvert avant même de le lire complètement. C'est des principes de vie que j'essaie d'appliquer, qui sont difficiles, mais j'essaie d'appliquer. Je ne sais pas si tu veux que je les donne ou sinon Non, on je se veux pose bien des que tu me questions. donnes celui qui est le plus difficile pour toi. Je pense, ne faites pas de suppositions. C'est vrai qu'on attend, bah, comme tu disais, on a tendance à dire je suis le centre du monde, voilà, il se passe ça, mais c'est parce qu'il y a ça et parce que j'ai fait ça. Et en fait, on peut partir dans des films assez vite. Donc voilà, se remettre en question en disant ah là, tu ne serais pas en train de faire des suppositions, tu es vraiment sûr de ça, c'est pas de l'interprétation. Voilà, va demander pour éclaircir. Hmm. Et c'est ça, c'est aller au devant et aller voir l'autre pour poser des Ouais, questions. C'est plutôt comment on fait, on apprend à poser des questions et oser dire. oui, Souvent, on n'ose pas. Il y a plein de gens qui me disent, non, mais moi, je peux pas lui dire, je sais pas comment il va réagir, je sais pas s'il va bien le prendre, etc. Mais c'est oser dire. Et si tu dis, bah, je suis pas à l'aise à te le dire, commencez déjà comme ça. Je suis oui. pas vraiment à l'aise à ce que j'ai besoin de te dire. Donc, ça met déjà montre un peu sa vulnérabilité. Bah, déjà, c'est un grand pas, en fait. Que je suis pas confortable à te le dire, mais j'ai besoin de te le dire. Tu vois, Oui, ouais, c'est. c'est hyper important parce que ça apaise beaucoup de conflits. Rien. Anticipons les conflits, je suis pour. Je vote. Euh, Alors, ok, donc merci pour le livre. Effectivement, c'est un livre qui est très très inspirant et les messages qui sont dessus sont très inspirants. Pour finir, dernière petite question que j'ai envie de te dire, c'est comment te motives-tu au quotidien? Bah, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure quand je disais que j'aimais bien les projets. Donc me dire ok, bah, j'ai envie de faire tel voyage, ça me motive. Ou après, par rapport au travail, moi, ce que j'adore, c'est voir les gens travailler ensemble. Donc, quand je vois l'équipe fonctionner, qu'il y a des interactions dans l'équipe, qu'on se parle, voilà, ou de personnes qui travaillent sur un projet, moi, ça me motive vraiment. D'accord. Donc, à la fois, avoir des projets, donc c'est ce que je dis à chaque fois, les objectifs, je dis toujours, c'est avoir des objectifs plus ou moins grands, on s'en fiche de la taille, c'est juste avoir un point, qui nous permet de nous mettre en mouvement, en fait, pour aller vers. Et ce que Oui, j'entends, c'est ce qui te motive, c'est aussi la réalisation de voir que, les interactions, l'équipe fonctionne, et que, voilà, il y a l'énergie qui circule, en fait, ce que j'entends aussi. Ça te ouais, donne on arrive aussi à peut-être de construire des l'énergie. choses. On arrive à construire des choses ensemble. Voilà, toute seule, je ne ferai pas grand-chose, mais avec plus de personnes, on arrive à se voilà, synchroniser pour faire des plus grandes choses. D'accord, c'est l'intelligence collective, quoi, ce qui Ouais. t'anime aussi, cette notion d'intelligence collective. Ok, super. Bah, en tout cas, je te remercie beaucoup, Céline. Euh, alors, le petit rituel de la fin du podcast, c'est toujours l'invité qui a le dernier mot. Donc, moi, je dis au revoir et je te laisse le dernier mot du podcast. Donc, ben, je vous remercie en tout cas d'être resté jusqu'au bout de ce podcast. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Merci beaucoup, Fabienne. C'était vraiment un grand plaisir d'échanger avec toi. Et puis, moi, je suis ravie s'il y a des personnes qui veulent me contacter pour prolonger des sujets. Je réponds avec plaisir. Et puis, je souhaite à tout le monde une excellente journée. À très bientôt.
Attendez, ne partez pas tout de suite. J'ai besoin de vous encore quelques secondes. Vous pouvez soutenir ce podcast afin qu'il puisse continuer d'exister de façon totalement gratuite. La première consiste à mettre une note et un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Vous retrouverez les liens dans le résumé de l'épisode. La seconde consiste à parler autour de vous de ce podcast et à envoyer un épisode que vous avez aimé. Cela me rendra happy. Et si vous avez des questions ou des commentaires sur un ou plusieurs épisodes du podcast, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux en recherchant Fabienne Woltor. Je suis très présente sur LinkedIn et Instagram.